dans cette idée d'avoir une marque aussi puissante et d'avoir une marque que les gens vont suivre, dans nos convictions, il y a ce côté de durabilité. Un protège-carnet de santé avec ton prénom, on sait que le client, il va le garder toute sa vie. Une petite trousse de toilette, tu vas l'avoir peut-être à ta naissance, mais en soi, nos produits, on sait. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que nous, on a encore des produits du début avec les premières couleurs. Ça tient, c'est nickel. Donc il y a des produits avec le prénom que tu vas pouvoir garder très longtemps. Et puis il y a des produits où on se dit, tu peux les garder longtemps. Un sac par exemple, un cabas, tu peux les garder longtemps, mais peut-être qu'aujourd'hui tu as aussi envie de te dire que tu seras content de le revendre en seconde main, tu pourras peut-être ou de le passer à ton petit frère ou ta petite sœur, ou à quelqu'un dans ta famille. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Geffroy, qui n'est pas le cofondateur, mais le mari de la fondatrice de petitpicotin.com, au singulier, qui est une marque lifestyle pour enfants qui propose des accessoires et de la déco textile pour tous les instants de vie des enfants de 0 à 8 ans. Et ce sont en plus des accessoires ou de la déco personnalisable. Merci Laurent, c'est exactement ça. On est une marque effectivement lifestyle personnalisable qui propose d'accompagner tous les enfants dans leurs instants de vie de 0 à 8 ans. Donc on rentre par le cadeau de naissance bien souvent, des petits protège-carnets de santé ou nos fameux sacs à dos personnalisés. Et ensuite on va accompagner l'enfant dans ses différents instants de vie. Donc ça va être dans l'univers du bain avec une cape de bain, un poncho ou jusqu'à un peignoir pour les enfants de 8 ans. Dans l'univers là bientôt de la rentrée des classes, on est dedans. Donc on va faire des petites bananes, on va faire des sacs cabas, on va faire des cartables. Aujourd'hui, on a plus de 70 produits et plus de 800 références. Plus de 800 refs. Alors, je disais avec un sourire que tu n'es pas le fondateur, parce que la fondatrice, c'est ta femme, Astrid Geffroy. Vous pouvez trouver Olivier et Astrid Geffroy, G-E-2-F-R-O-Y sur LinkedIn. Je le redirai à la fin si vous avez des questions. Et petitpicotin.com. En fait, comme ça s'écrit, petitpicotin.com. C'est une marque que vous avez fondée en 2016. Ça fera partie des sujets qu'on abordera. Tu l'as rejoint, Astrid, en 2019 quand Petit Picotin commençait à prendre de la vitesse et qui avait besoin d'aide pour grandir. Aujourd'hui, donc 2016-2023, ça fait 7 ans, c'est ça? En septembre. Vous venez de passer les 200 000 commandes. Vous avez plus de 120 000 clients sur cette même période, donc un beau taux de repeat, on en parlera aussi. Et puis vous avez créé une marque. Alors, en toute transparence, j'ai des produits Petit Picotin. Je savais pas que c'était Petit Picotin, mais j'ai dit à ma femme, à ma compagne que je te recevais ce matin. Elle me dit bien sûr, on en a. Donc vous avez réussi à créer une marque assez forte. Tu m'en parleras, qui distribue principalement en ligne, 97% à date, mais vous avez ouvert un pop-up en 2020, en 2019, pardon, fin 2019. 2020. Non, 2020. Fin Covid. 2020, pardon. Après le Covid. Pendant novembre 2020, les magasins fermés et le magasin pop-up Petit Picotin fermé. Ok. Tu me diras, on parlera pas du Covid, mais tu me parleras des enseignements sur le pop-up. Et puis surtout, vous êtes assez low tech, je sais pas comment dire, low marketing en termes de promo, d'affiliation. Alors c'est des sujets qui vont changer, mais tu me raconteras comment vous en êtes arrivé là jusqu'à présent. Je me réjouis de faire cet enregistrement avec toi. Je voulais rebondir sur un truc à l'instant, mais je l'ai perdu. Mais si, bien sûr, c'est ça. Retail et distribution. On fait une toute petite introduction pour parler de vous, enfin toi Olivier et Astrid, ta femme. Astrid qui a toujours évolué dans le
textile et dans la mode? Oui, donc on a fait la même école de commerce et ensuite elle a fait l'Institut français de la mode. Et derrière, elle a travaillé chez Petit Bateau et chez Comptoir des Cotonniers, donc vraiment textile, mode, avant de créer et de lancer en 2016 Petit Picotin. Et moi, j'ai plutôt un parcours, alors la même école, mais ensuite plutôt finance et ensuite management commerce dans une grande enseigne de bricolage. Oui, c'est sur ton LinkedIn, donc on peut le dire. T'as géré, enfin, t'as eu différents postes, mais t'as fini par gérer le magasin Leroy Merlin de Beaubourg. Chers Parisiens, vous le connaissez, et Parisiennes, vous le connaissez certainement. Si vous n'êtes jamais venu, pour les autres, à Paris, c'est 7000 mètres carrés en face à côté de Beaubourg, sur 3 ou 4 niveaux, je sais plus. Un magasin incroyable, et surtout tu me racontais des choses. Alors je vais pas te demander de me les raconter là, mais je serais très heureux de recevoir le patron du magasin de Beaubourg ou de la Madeleine peut-être, et de parler retail et transformation digitale chez Leroy Merlin, au micro du panier. Donc je te demande officiellement, et je m'engage auprès de vous, chers auditrices, chers auditeurs, à faire mon max pour aborder ce sujet. Ça va être passionnant. Tu me parlais notamment de l'alignement, un phénomène marquant, un événement marquant en tout cas dans l'histoire, mais l'alignement prix internet, c'est ça en retail? Ouais. Alors déjà, je te ferai une intro avec plaisir à Olivier, le patron de. Il s'appelle Olivier aussi, c'est Il s'appelle Olivier. Et donc je te ferai une intro avec plaisir. Et Leroy Merlin, effectivement, Beaubourg, magasin historique, 2002, création et lancement du premier magasin parisien. Et dans l'histoire de Beaubourg, il y a eu évidemment l'omnicanalité avec le lancement de leroymerlin.fr et des prix et de l'alignement des prix. Et le magasin de Beaubourg était un magasin parisien dans lequel les prix étaient plutôt alignés au BHV, donc 30% on va dire au-dessus du marché. Et voilà, donc c'est ma prédécessrice qui avait transformé, qui avait aligné les prix, et c'était un sacré challenge, et elle s'en est super bien sortie. Et voilà, et donc le magasin est un super magasin, un peu labyrinthe, mais un beau magasin. Ça doit exister ailleurs, mais ça me marque, en tout cas je m'en souviens là, mais le fléchage au sol. Les lignes de métro. Les lignes de métro, c'est ça. Vous allez au rayon jardin, c'est la ligne jaune, suivez la ligne jaune, et elle vous emmène à travers les escaliers, les étages, bref. Mais on abordera ça dans un autre épisode, puisque c'est pas le but ici. Qu'est-ce qui prend à Astrid en 2015 ou 2016 de lancer Petit Picotin? Est-ce que c'est donc elle était à ce moment-là chez Petit Bateau, Comptoir des Cotonniers, chef de produit. Qu'est-ce qui lui prend? Je pense que déjà il y a l'envie d'entreprendre, famille entrepreneuriale des deux côtés. Voilà, cette envie de lancer son business. Pas mal de réflexions autour de est-ce que je lance un business autour du vêtement, est-ce que dans l'enfant, etc. C'était vraiment l'enfant qui émergeait. Et par contre, il y avait une conviction, c'était Internet, sûr, pas de marque wholesale, etc. C'était vraiment Internet. Et donc, un peu classique, tu pourrais dire, parce que t'as premier enfant, Prune, qui naît, on reçoit un cadeau personnalisé, et on se dit c'est hyper sympa, un cadeau personnalisé. T'as le prénom de l'enfant sur ton coussin, avec marqué Prune, ça fait 9 mois que tu réfléchis au prénom, c'est ton premier enfant. Mais par contre, c'est pas du tout dans les couleurs tendance, c'est une broderie qui est un peu vieillissante. Donc le cadeau qui te procure énormément d'émotions, au final, t'es là, où est-ce que je vais le mettre? Parce que dans mon intérieur, c'est pas vraiment là. Dans la chambre de ma fille, ça fait 9 mois pareil qu'Astrid réfléchissait aux couleurs, etc. Donc au final, ce cadeau personnalisé, parce que des matières pas adéquates et parce que des couleurs. Et là, elle s'est dit, en fait, il y a rien. Si je veux faire demain un autre cadeau personnalisé pour une naissance, je trouve rien sur le marché. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il y a un monde fou. Alors, 2016. 2016, ouais. 2016. Okay. En tout cas, rien sur le marché. Dans cet aspect, je propose des produits qui sont utiles, jolis, et dans des couleurs mode, c'est-à-dire les couleurs tendance, avec des matières tendance également. Et à ce moment-là, Astrid, elle vient de l'univers de la mode, et elle se rend compte qu'il y a un boulevard, en fait, à aller sur cet univers-là, parce qu'il y a peu d'offres. Il y en a, mais il y en a peu.
Et donc c'est comme ça qu'elle crée la marque. Et un des faits marquants, et je pense que c'est en tout cas les conseils qu'elle donne assez justement, en disant, elle voulait pas lancer une petite marque. Il y avait pas mal dans son entourage qui, enceinte, je lance une petite marque de vêtements, puis j'achète 10 pièces, puis je les ai vendues, puis 10 autres, puis au bout de 3 ans, difficile finalement d'en vivre. Donc on a pris des risques au début. Directement, c'était, je me souviens, la première prod, c'était 4500 pièces. 4500 pièces que vous faites personnaliser où du coup? Donc déjà à l'époque alors au tout début, toute première prod c'était moins de pièces, mais juste pour voir que le fournisseur etc était bon et qu'il y avait une appétence. Et ensuite elle a lancé avec 13 produits et décliné en 6 couleurs. Donc tout de suite elle arrive avec une belle offre sur le marché en disant, moi je veux pas faire une petite marque, je veux tout de suite arriver avec une marque où on va pouvoir trouver plusieurs produits dans plusieurs couleurs. Alors, elle était chef de produit, c'est sur LinkedIn, vous pouvez aller voir, mais chef de produit senior, robe, top, veste, jean, pantalon, jupe, avec la responsabilité de construire un plan de collection, développer la collection, piloter l'offre. Donc, elle avait déjà cette approche, j'imagine, voir large et prévoir la suite. Elle trouve tout de suite un producteur. Vous produisez au Portugal, hein, c'est ça? Exactement. C'était déjà le cas sur la première prod? Depuis, ça c'était un des éléments aussi sur lesquels elle a voulu créer dès le début en disant, voilà, aujourd'hui, elle vient d'un milieu de la campagne agricole. Le lin, dans cette région, on cultive beaucoup de lin, donc déjà l'envie de travailler du lin français. Et puis, en fait, le faire le plus proche possible, ça avait déjà du sens au début pour elle. 2016, on parle pas encore trop d'écologie, etc. à l'époque, mais pour elle, ça avait du sens. Et du coup, ta question, c'était sûrement trouver le fournisseur, et ça, c'est sûrement le plus dur, je pense. Elle leur dira, trouver, même si tu viens de l'univers textile, c'est un milieu qui est très fermé, très compliqué, personne ne donne ses fournisseurs. Et donc là, c'est tu pars avec ton bateau le pèlerin, tu vas faire des salons, et puis en fait, tu lances une marque. Donc le fournisseur, faut qu'il te fasse confiance. Et puis il en a plein des clients, donc... Et en fait, elle a présenté ce qu'elle voulait faire, quelle offre elle voulait proposer, les produits qu'elle voulait faire, comment elle les dessinait, tout ça. Et elle a présenté quoi? C'était un PowerPoint, des protos. Elle a fait des protos. Elle coud un peu avec sa maman qui coud aussi beaucoup, tu vois. Donc elles ont fait les premiers protos. Alors c'est vraiment en disant ça, tu vois, ça fait sourire, c'est un peu le stéréotype, mais c'est la réalité. Et mais je suis content surtout que tu me dises que c'était pas si facile, parce que j'ai quand même eu beaucoup d'invités et je les remercie tous d'être passés au micro et de leur franchise, mais qui n'ont pas fait qui en ont pas fait état en tout cas, et qui ont dit oui, on a trouvé, on est allé à Guimarães ou je sais pas où au Portugal, on a visité 2-3 manufactures et c'était fait quoi. Non, et j'en ai à l'époque, du coup j'ai fait le voyage au Portugal aussi avec elle. Alors il y avait 2 sujets. Nous, il y avait le sujet de trouver la matière, parce que un des éléments c'est qui nous est cher aujourd'hui, c'est on essaye de sourcer nos matières pour les teindre à nos couleurs et ensuite les donner à nos confectionneurs portugais qui eux nous produisent nous fabriquent les produits. Donc trouver la matière, trouver le lin, mais voilà, c'est un peu technique, mais dans notre gamme d'accessoires et de décoration, quel est le bon type de lin, quel est le grammage du fil, qu'est-ce qu'il faut, etc. Donc elle avait cette connaissance-là, mais c'est pas facile de le trouver. Trouver la qualité, c'est du lin français, hein, c'est ça? C'est du lin français, ouais. Je savais pas que ça ressemblait à ça, pardon, chers auditrices, chers auditeurs, je suis en train de googler comment on cultive le lin. je m'étais jamais posé la question et je savais pas que ça ressemblait à ça, donc c'est je vous laisserai le chercher. Pourquoi du lin français, du coup? Alors, 80% du marché mondial du lin, il vient de la France. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Je savais pas. Parce que les cultures entre la Normandie, le Pas-de-Calais, et c'est vraiment toute cette zone qui est où les cultures sont beaucoup de lin. Il y a aussi la Belgique, les Pays-Bas. Mais globalement, 80% du marché mondial du lin vient de France. Et ce qu'on utilise pour faire le tissu, c'est la fibre, c'est la graine, c'est quoi? Alors c'est la fibre. Moi je suis pas non plus très technique, mais c'est la fibre. Et ouais, je pourrais pas t'expliquer. Je connais les grandes étapes, mais je pourrais pas t'expliquer concrètement. Comment on passe de la plante à
Ouais, au tissu. Dans les grandes étapes, mais Okay. je préfère pas m'avancer ici. Donc première difficulté, trouver la matière, c'est ce que tu me disais, pour pouvoir la colorer en tout cas et la traiter comme vous le souhaitiez. Et deuxième difficulté, trouver ce fournisseur. Ouais. Et parce que les fournisseurs, bien souvent, ils te disent ok, tu veux lancer une marque, les minimums, c'est 250 pièces par couleur. Alors là, t'es là, oui, je lance ma marque, mais... Non mais Astrid, qui était, je le dis, c'est sur LinkedIn, mais elle a quand même un beau pédigré. Yves Saint-Laurent, Sonia Riquel, Petit Bateau, puis 11 ans chez Côtoir des Cotonniers. Non, c'est qu'elle a pas actualisé, elle est restée 3 ans. Ah oui, d'accord, pardon. 3 ans. Elle a quand même un petit tampon validé auprès des fournisseurs. C'est pas c'est pas un changement de trajectoire. Donc je comprends qu'il y a un sujet sur l'engagement à la quantité. Il faut te faire confiance parce que produire 4500 pièces, est-ce que tu pourras les distribuer? À la rigueur, le producteur, il s'en fout. La manufacture, si tu les payes. Ouais, mais on se rend compte, et on a à l'époque, on avait déjà visité pas mal de fournisseurs différents. C'est que la qualité n'est pas forcément la même pour des acteurs qui sont dans la même zone, qui font du textile, qui travaillent pour d'autres marques. Et ça, c'est un point qui fait partie de la boîte, c'est que un produit petit picotin, tu sais qu'il va durer dans le temps. La qualité, c'est vraiment quelque chose sur lequel on est très attaché, du produit jusqu'à la réception de ton colis. Et du coup, dans les recherches, il fallait trouver aussi le bon fabricant. Aujourd'hui, au Portugal, ils font de tout. Ils vont faire de la maille, ils vont faire du chêne et trame. Enfin, il y a différentes manières de travailler. Il n'y avait pas un annuaire de fournisseurs tu vois, pour des cotonniers avec lequel aussi ça existe. Il y a un annuaire, mais tu sais, les fournisseurs portugais, je pense qu'ils doivent recevoir pas mal de demandes. Je veux faire une marque, etc. Donc, il faut les convaincre, en fait. C'est assez marrant, alors que tu veux être client, mais en fait, il faut les convaincre que tu veux être client. Donc, elle trouve les fournisseurs, elle trouve la matière. Elle lance une première collection, elle lance quelques tests, et puis ensuite une collection de 4500 pièces, c'est ça? Ouais. Comment ça marche? Comment elle se lance? Elle vient pas du e-com. Toi, t'étais pas dans le e-com non plus? Non. En fait... Voilà, c'est étape après étape. Elle a envie de lancer ça, créer un site. Alors à l'époque, PrestaShop, une rencontre, deux rencontres, quelqu'un qui maîtrise une agence qui maîtrise PrestaShop, ok, on y va. Et puis tout de suite, elle axe, on en parlera sûrement, mais sur l'importance de mettre en avant ton produit et de pas avoir un site e-com où finalement il se passe rien, c'est assez froid. Tout de suite, elle fait un site où ce qu'elle dit, c'est je veux que ça soit un site inspirant. Je veux que quand on vienne, en fait, c'est beau, on a envie de se balader, et du coup, on voit mes produits bien mis en avant. Et donc, tout de suite, c'est des shootings avec un univers qui est propre à Petit Picotin et dans lesquels, en fait, tout de suite, il y a une marque qui se dessine. Et puis après, c'est comme tout, c'est le premier cercle, le deuxième cercle, puis après, tu commences à toucher des gens que tu connais pas, tu commences à expédier des commandes à des clients dont tu n'as jamais entendu parler. Mais sans acquise? Non, alors la pub, je me souviens, la pub Facebook, c'est elle qui a commencé, mais c'était en peut-être fin 2017, ou début 2018. Donc un an après lancement. Ouais. Tout de suite personnalisable, et du coup les produits sont personnalisés dans l'atelier alors l'atelier, c'était le salon. L'atelier, c'est le salon, c'est ça? Vraiment, c'est pas le garage, parce qu'à Paris, il n'y a pas de garage. Mais avec une machine ou à la main? Et avec une machine. Ouais. Qui sont une machine qu'on a toujours. Voilà, et quand je te disais tout à l'heure qu'elle voulait tout de suite créer une entreprise, une marque, dès le début, elle avait pris une stagiaire. Tu vois, une stagiaire, en fait, elle avait eu la chance, on est dans un beau pays, d'avoir le chômage en partant de chez Comptoir. Et elle s'est dit, en fait... je vais prendre une stagiaire pour m'aider, donc une première stagiaire, puis après Julie, la première employée, qui est toujours là aujourd'hui dans la boîte, a rejoint, et Julie, elle travaille à la maison avec Astrid, puis c'est elle qui aidait Astrid sur toutes les le lancement, quoi. Donc et puis personnalisé, et aujourd'hui Julie, elle est responsable de l'atelier, elle nous a rejoint à Nantes, et voilà, c'est une fierté aussi d'avoir accompagné. Vous avez lancé à Paris, vous avez déménagé à Nantes il y a 2 ans. Ouais. Voilà, petite parenthèse. Ça marche, ça se développe. Et en 2019, qu'est-ce qui fait que tu décides de la rejoindre? Ou qu'elle décide de te proposer de la rejoindre d'ailleurs? Je sais pas dans quel sens ça s'est fait. En fait, c'est une vraie réflexion qu'on a déjà en 2018. Parce que la boîte marche fort. En tout cas pour une boîte qui est faite dans ton salon,
très vite, elle se rend compte que il faut de la place pour du stock, qu'elle prend des premiers bureaux, etc. Et puis, je crois qu'il y a un truc qui nous anime tous les deux, c'est d'aimer ce qu'on fait au quotidien. Et quand tu as la boîte qui grandit, que tu commences à gérer des achats, une équipe, de la logistique, et que ce que t'aimes, c'est faire du produit, c'est faire de la com, c'est faire du market, et que tu passes de moins en moins de temps sur ce que t'aimes et de plus en plus de temps sur commencer à faire grandir une boîte, tu commences à te poser un peu des questions sur finalement l'intérêt de mon job au quotidien, et en même temps la boîte qui grandit, mais voilà, on a une vie perso à côté, c'est dense, quoi. Et puis... vous aviez 3 enfants à ce moment-là? 2? Elle a fait quand même 2 congés mat, pas de congés mat, en fait, avec les 2 du milieu. Et donc, en fait, on a cette réflexion en 2018. Moi, j'étais à l'époque, on a parlé tout à l'heure de Leroy Merlin. Ça faisait 1 an que j'étais directeur chez Leroy Merlin. Mais je me sentais, j'avais pas envie de rejoindre tout de suite, mais on avait ces réflexions et je sentais que en fait on était très différents sur nos compétences, mais l'envie de travailler ensemble, parce que on est mariés femmes quand même dans la vie, et on a envie de travailler ensemble. C'est pas si évident pour tout le monde, mais en tout cas nous c'était notre cas. Puis 2018, on a 3 enfants. Quand même un peu risqué de quitter un beau job chez Leroy Merlin, etc. Donc on laisse un peu de ça de côté, mais en fait ça sort pas de nos têtes. Et puis 2019, on dit allez banco. La boîte continue de super bien marcher. Astrid est à la limite de dire j'en peux plus en fait, de moins m'éclater dans mon métier et de gérer une boîte qui grossit, et elle franchement elle a amené la boîte déjà toute seule à un niveau super. J'ai pas donné de chiffres, je peux donner les chiffres que tu m'as donnés? Oui, Vous faites combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait entre 3 et 4. Entre 3 et 4, en autofinancé, ça c'est important aussi. Et combien vous faisiez en 2019? Comment est-ce qu'elle faisait en 2019, on termine à 900. Ouais, 900. Ok. Donc tu la sauves un petit peu. Tu me dis, elle est sur le point de craquer? Non, mais dans nos réflexions, en tout cas, oui. Ce qui est sûr, c'est que solo, on avait 3 enfants, elle a fait ses 2 congés mat avec la boîte, commençait à avoir des employés, des problématiques, etc. Franchement, moi, j'étais impressionné. Et en fait, il y a aussi cette idée en moi qui germe. Elle me fait un peu un appel du pied, souvent en disant, attends, parce qu'on échange beaucoup. Moi, je suis pas opérationnel, mais c'est évidemment au quotidien, on est. Et puis, je lui donne 2-3 tips que j'avais dans mon métier sur gérer un commerce, des équipes, etc. Et puis, mais c'était elle aux manettes, donc ses décisions étaient les bonnes, mais je lui donnais juste, en tout cas, ma vision. Et puis, plus on avance, plus on se pose aussi sur Petit Picotin, qu'est-ce que c'est, comment on peut faire grandir. Plus on se dit, en fait, moi, ça me titillait de bosser avec elle. Elle me fait l'appel du pied. Et puis 2019, on dit, allez, banco, c'est parti. Et novembre 2019, du coup, je rejoins l'aventure. Et voilà. Et depuis, on est toujours tous les deux. Pourquoi vous ne l'auriez pas fait? Pourquoi on l'aurait pas fait? Il y a quand même cet enjeu financier. Enfin, très clairement, j'ai eu la chance aussi de partir avec une rupture de chez Leroy Merlin, parce que justement c'était un projet entrepreneurial et Leroy Merlin est assez attaché à ce côté-là, avec des super valeurs. Mais à l'époque on a 3 enfants, enfin c'est bête, mais c'est vraiment ça. Et je pense que c'était un élément, et me dire que du coup on avait 2 ans pour faire en sorte de continuer à grandir et faire vivre la famille correctement. Ça, c'était, en tout cas, moi, personnellement, confortable, ouais. Un élément. Et ensuite, pourquoi on l'aurait pas fait? Il y a eu la question de mari et femme, le risque à 2. Notre entourage a pu nous dire aussi, de temps en temps, attendez, enfin, en gros, les signaux de notre entourage étaient plutôt au rouge. Et on a fait un truc, c'est que on a fait un coaching tous les deux. Enfin, moi, j'ai fait un coaching. Et la dernière phase du coaching, c'était... le coaching était là pour me challenger, me conforter dans l'idée d'aller rejoindre cette aventure entrepreneuriale et familiale. Et la fin du coaching, c'était, OK, maintenant Olivier, t'as décidé de rejoindre Petit Picotin et de rejoindre ta femme. La dernière phase du coaching, c'est vous allez apprendre à vous connaître à 2 en tant que
co-dirigeants d'une entreprise et pas juste mari et femme. Et ça, en tout cas, moi, je le conseille à ceux qui peuvent se poser des questions, etc. Hyper riche. On a beau avoir, on est mariés, ça faisait longtemps qu'on était déjà ensemble, etc. Et en fait, par quelqu'un d'extérieur qui vient te challenger sur comment tu bosses, c'est quoi ton... Alors, t'as des profils de personnalité, etc. Mais et comment est l'autre, et comment il réagit, comment il fonctionne, comment il réfléchit, bah t'apprends en fait énormément sur l'autre. Et on est arrivé dans les bonnes conditions. Du coup, ça nous a beaucoup aidé. Tu vois, on avait forcément des questions sur, bah attends, si elle est comme à la maison sur ça, elle pareil. Je vais l'emplâtrer. Et en fait non. Et du coup, franchement, c'est super. Hyper intéressant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'imagine, il y en a toujours. Avec un peu de recul et un peu de hauteur, t'as des conseils à donner? Enfin, aujourd'hui, ça se passe bien. Bah, donc, c'est cette première étape, je trouve, en tout cas, alors moi, dans le cadre de je rejoins une aventure, hein, mais je pense que ça vaut aussi le cas dans je crée un truc. Et je pense que nous, c'est mari et femme, mais de manière générale, tu vois, connaître, on entend tellement d'histoires d'associés qui se séparent, etc., mais connaître bien l'autre pour mieux bosser avec lui, bah, globalement, ça, je pense que c'est un bon tips. Et la deuxième chose qui fait qu'aujourd'hui aussi on s'éclate tous les deux, c'est que on a chacun nos territoires. On a ce que fait Astrid, je suis nul, je ferai jamais tout ce qu'elle fait. Ce que je fais, elle aime pas. Et donc en fait on n'empiète pas l'un sur l'autre. Et du coup chacun a sa zone d'expression, chacun a sa zone de kiff aussi, parce que franchement on adore le job. Et ça, c'est un bon truc, c'est que, en tout cas, moi, mon conseil, c'est, que ça soit mari et femme ou associé, c'est la séparation des périmètres de chacun, si c'est clair. Et, bah, je pense que ça permet d'éviter déjà des futurs conflits ou des zones d'égo ou de, voilà, donc, bien se connaître avant, par, franchement, quelqu'un d'extérieur, super. Et ensuite, avoir des territoires qui sont différents, en tout cas évite des frictions qui peuvent être vite arrivées. Quand tu t'associes en tant avec des associés, en général tu fais un pacte dans le cadre du mariage. Alors à qui appartient le capital? Est-ce que vous avez signé des choses? Est-ce que on a fait donc on est tous les deux associés au capital. On a fait un pacte d'associés. Tu l'as fait dès le début, ça? Non. Ou vous l'avez fait en 2019? Non, on l'a fait. T'es rentré au capital? Ouais. Donc tu l'as racheté une partie du capital? Ouais. Ok, c'est bien, c'est clean. Ouais, c'est 50-50. Et en fait, alors on n'est pas à 50-50, elle a plus que moi. Ce qui, voilà, c'est aussi un deal qu'on a eu tous les deux parce que bah, c'est elle qui a créé, etc. Donc là-dessus, en fait, pour nous, ouais, c'est comme on s'est mariés, on a fait un contrat de mariage. Bah, de la même manière, on avance dans une aventure entrepreneuriale. On a fait un pacte d'associés, on a fait les choses en se disant. En fait, au-delà de l'aspect administratif, ça permet aussi de démarrer pour nous avec les bonnes bases et de se dire vers où on va tous les deux, pourquoi on y va et c'est quoi les enjeux, parce que on a des enfants, on a une famille et le risque, c'est risqué aussi. Hein. C'est risqué, c'est que tu mets ta vie perso. Tu n'as plus une minute qui n'est pas avec l'autre. Non, mais t'as les sorties avec les copains, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais t'as la vie de famille, t'as les kids, t'as l'appart, t'as la maison, t'as les vacances et t'as le boulot. C'est un sacré enjeu. Et je trouve ça formidable. Je me suis jamais posé la question et je pense qu'on n'a pas les mêmes aspirations. Mais je lui pose quand même la question. Tu me diras, je me la suis pas posée à moi, je lui ai posé à elle. Tiens, de savoir si elle veut pas se lancer et s'il veut pas qu'on se lance ensemble. Mais elle n'a pour l'instant pas franchi le pas. Ok. Bon, on va refermer le sujet. Le temps file. Donc tu rejoins en 2019. Il y avait déjà cette marque forte et ce besoin de réassurance que vous voulez incarner, qualité produit, beau shooting. Raconte-moi un peu le package marque, réassurance, qualité. Il y a du shooting, il y a un site inspirant, il y a peut-être une certaine sélectivité sur les partenariats. Raconte-moi. Ça se retrouve sur plusieurs univers. Ça commence évidemment par on a parlé de la matière, de où est-ce qu'on fait, avec qui on le fait. Et du coup, avant ça même, c'est comment on pense les produits. Et le produit, il faut qu'il soit pratique, utile et qui dure dans le temps.
le plus possible. Alors tu vas me dire, une marque personnalisable qui dure dans le temps, c'est un peu bizarre, mais au final, quand on va proposer un protège carnet de santé en lin, le truc il est impeccable, dans une belle matière, avec le prénom, et en fait ce produit-là, tu vas le garder des années. Et donc c'est vraiment dans l'ADN pratique, utile et joli, en tout cas dans des belles matières et belles couleurs. Ensuite, le positionnement, il est de dire que c'est quoi ta proposition de valeur au-delà d'avoir un produit personnalisable. C'est qu'il y a ce côté-là d'une marque, qu'est-ce que véhicule la marque comme valeur, comme imaginaire, comme façon de voir les choses, de la vie. Au-delà du visuel, on parle aussi de ce qu'on raconte sur notre blog, de comment on voit la vie avec les enfants, comment on peut accompagner des enfants de 0 à 8 ans dans leurs instants de vie, mais pas que par des produits, par des petits bricolages, par des petites attentions au quotidien. Donc, je crois que c'est par ces différents éléments-là. Et tu parlais du shooting, oui, parce que avoir une marque inspirante sur laquelle le consommateur va pouvoir se projeter, c'est important, et c'est ce qui fait que en tout cas tu génères une certaine puissance de marque, et aujourd'hui on est vraiment attaché à ça. Et donc dans tout ce qu'on est en train de faire sur la création des produits, les développements de la marque, c'est toujours dans cet esprit-là. Je vois plein d'enfants différents. J'allais te poser la question, est-ce que c'est vos enfants, mais j'imagine que non. Il y en a, non, parce qu'on n'en a pas effectivement 40. 50. Mais certains. Et comment est-ce que vous gérez les shootings ? Ils sont faits en France, ils sont faits au Portugal à la sortie de l'atelier ? Ah ben non, parce que les produits sont déjà personnalisés, donc ils sont toujours personnalisés en France aujourd'hui. Exactement, dans notre atelier. Comment on gère les shootings ? On gère les shootings en France, effectivement, en fonction du type de shooting, de quelle histoire on veut raconter, à quoi sert ce produit, et en France. Et ça peut être, tu vois, le dernier shooting, là, tu peux voir nos produits de la rentrée, c'était dans une école à Nantes ou au bord de la mer pour les produits d'été qui vont arriver. Mais en fonction des lieux, et quels sont les lieux qui représentent, dans lesquels la marque peut s'exprimer. Un apprentissage sur 7 ans de shooting à date. C'est combien un shooting ? Combien vous avez dépensé pour la rentrée des classes ? C'est combien un shooting ? Alors, vous allez sur petitpicotin.com, le temps que tu réfléchisses. Ouais. La première entrée du menu, c'est la rentrée des classes avec des sacs à dos, des cartables, des bananes, des trousses, bref, des blouses, important. Et c'est donc ce shooting que vous avez fait dans une école à Nantes, c'est ça ? Quel budget ? Ça dépend pas mal du lieu aussi. T'as la photographe avec laquelle on a l'habitude de bosser. Enfin, on en a deux avec qui on a l'habitude de bosser. En gros, un shooting, il faut compter au moins 7-8 000. Ok. Ça dépend si tu prends une scénographe, pas de scénographe, quel lieu. Mais ouais, c'est un... C'est vous qui pilotez, du coup, quand il n'y a pas de scénographe ? Ouais, alors depuis début 2023, on travaille avec une scénographe. Dans cet esprit tu vois, on parlait de marque tout à l'heure, quand Astrid a lancé la marque, c'était nouveau, marque cool, etc. C'est comment tu gardes un peu cet esprit cool d'une marque lifestyle qui est tendance. Quand ça fait 6 ans que tu le fais tout seul, t'as un peu envie d'être challengé, percuté par d'autres idées. Percuté. Et donc là, depuis 2023, on fait des shootings comme ça. Il y a Julie, notre chef de produit, qui travaille aussi sur ça, et d'autres dans l'équipe. Donc, vous êtes 14, c'est vrai qu'on en a pas parlé. Astrid, elle voulait retourner, elle se plaignait, en tout cas elle n'était pas heureuse de s'éloigner de son expertise phare. C'est toujours elle qui décide, non ? Puisqu'il y a une Julie maintenant qui est chef de produit, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait, Astrid, aujourd'hui ? Alors Astrid, elle fait tout ce qui se voit avec son équipe. Donc le produit avec Julie, la chef de produit, mais ça va être également toute la com sur nos réseaux, le site. Donc en gros, tout ce qui se voit, c'est Astrid qui le gère avec son équipe. Et moi, je fais tout ce qui se voit pas. Ok, très bien. Ça peut être large. Pour rester sur la marque, donc les shootings c'est important, ça se revoit sur le site avec ce site qui est effectivement inspirant. On parlera des réseaux sociaux dans un peu plus tard. Mais là où je veux t'emmener, c'est que pour préserver
ta marque et surtout contrôler la manière dont elle se distribue, ou elle se vend, disons, elle se communique. Il faut maîtriser la distribution. Vous avez toujours été en D2C depuis le début. Vous avez fait un pop-up en 2020 dont on a parlé tout à l'heure, mais je veux bien qu'on re-rentre dans le sujet. Pour comprendre un peu ton expérience, tes apprentissages sur ces quelques mois de pop-up que vous avez eu au Batignolles à Paris, c'est ça? Dans le quartier des Batignolles, dans le 17e? Oui. 2020, période du Covid, etc. Mais on a une opportunité pour un pop-up de 4 mois au Batignolles. Alors c'est important déjà, première expérience, c'était de choisir, je pense qu'on a été au bon endroit par rapport à notre cible client. Dans une zone quand même de trafic, en tout cas dans une moindre mesure, mais quand même une zone de trafic. Et puis notre expérience a été déjà de se dire que à l'époque on avait déjà une belle gamme pour pouvoir être présent en physique. Donc ça c'était important parce que c'est toujours difficile, tu lances une marque en D2C, au début tu as quelques produits, d'avoir un magasin, c'est pas toujours simple quand tu as une offre restreinte. Et deuxième chose, c'est que on s'est rendu compte que par rapport à cette cible client, effectivement, on avait une petite notoriété. Tu avais 8 visiteurs sur 10 quand on leur posait la question est-ce que vous connaissez Petit Picotin? Oui. Alors oui, certains très bien, et d'autres oui, j'ai déjà vu, ou j'ai déjà vu ce produit-là, etc. Et puis par contre, après, quand les visiteurs étaient acheteurs dans notre base client, mais quand ils passaient en caisse, il n'y en avait que 30% qui étaient déjà clients. Donc on a fait 70% des clients du pop-up qui étaient des nouveaux clients. Donc, hyper intéressant, parce qu'ils connaissaient la marque, mais ils n'étaient pas encore clients. Alors, ils connaissaient la marque à 80%. Tu sais si ça se retranscrit sur les 70% de nouveaux clients? Non, j'ai pas cette... on n'a pas fait... non. À quel point tu as de la conquête et à quel point tu as de la transfo, tu vois, sur un client auto? Je ne saurais pas dire. Ok. Je te laisse continuer, sur les apprentissages et l'expérience. Donc ça c'était hyper fort. Je pense que la proposition de valeur qu'on avait, c'était aussi de dire tu viens, on peut te personnaliser ton produit et tu repars avec un quart d'heure plus tard. Génial, très bonne proposition de service, mais il faut pouvoir l'orchestrer. Et si t'es tout seul en boutique et que du coup t'es en train de personnaliser le produit de Madame X et que t'as Monsieur Y qui rentre, l'accueil que tu vas lui proposer n'est pas forcément idéal. La manière dont tu vas, en tout cas, marquer son expérience client est pas forcément la meilleure. Donc ça, on a un peu tâtonné. Du coup, on a vite été. Moi, j'ai fait pas mal de temps dans la boutique avec une personne de l'équipe pour justement pouvoir éviter des frictions et un mauvais accueil qui en plus n'est pas du tout l'image de marque qu'on a. Et donc ça, c'était un apprentissage. Et puis ensuite, deuxième apprentissage, c'était de se dire, et ça, j'en suis convaincu par mon expérience retail, c'est que si tu viens en boutique, il faut qu'il y ait un élément différenciant. Il faut qu'il se passe quelque chose en boutique. Si tu viens en boutique pour juste voir les produits, ok, c'est super, tu les touches, etc. Mais au final, ton expérience, elle est pauvre et tu vas retourner sur le site. Alors, tant mieux, sur le site, on est ravis de te recevoir et de passer ta commande sur le site. Mais donc ça, je pense que c'est ce qu'on avait réussi. Il y avait une belle boutique et une expérience par la personnalisation. Voilà, et puis après, le Covid, novembre 2020 fermé, donc le contexte n'était pas le meilleur, mais expérience positive. Expérience positive. Je me fais une réflexion en t'écoutant parler de la marque et de l'importance de la marque et de construire ta marque, une marque forte. Les produits sont reconnaissables si on les connaît ou qu'on connaît l'univers de la marque, mais il n'y a aucun endroit un logo. Non, c'est volontaire. Ouais, raconte-moi pourquoi. Pourquoi vous auriez mis un logo, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Alors je crois que si je devais poser la question à Astrid, parce que c'est elle qui est vraiment là-dessus, mais quand elle l'a lancé, c'était dans cette idée de tu vois du sobre et du pas clinquant, pas on veut pas voir la marque, etc. Et c'est par le style et c'est par les couleurs, etc., que tu vas être amené à reconnaître la marque. Alors ça peut nous porter défaut de temps en temps, parce que du coup les gens se disent c'est ça, Petit Picotin, mais j'avais pas vu l'étiquette, ou
Mais tu vois, aujourd'hui, notre petit sac à dos, les gens le reconnaissent parce que il a un style qui est unique, avec ses petits nœuds, et qui est dans l'univers du cadeau de naissance. On en a déjà vendu plus de 70 000. Ah, tu te dis, ce produit-là, les gens le connaissent. Et c'est par le style, c'est pas parce qu'il y a une étiquette Petit Picotin. Je reviens sur la distribution. Toi, tu viens du milieu de la distribution. Enfin, du milieu. T'as géré le Leroy Merlin Beaubourg. C'est un truc qui te démange? Est-ce que c'est pas ça la prochaine étape? C'est des questions qu'on a. Tu penses que vous allez jusqu'où en ligne? Je pense que t'as une idée au fond de toi. Alors j'imagine le vers l'infini et l'au-delà, mais en vrai. En ligne, je pense qu'on peut encore faire beaucoup parce qu'aujourd'hui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a peu actionné de levier, marketing, etc. Donc c'est chouette. On arrive à faire tout ça sans avoir actionné trop de levier. Donc on est en train d'en actionner là. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, aussi bien en France d'ailleurs qu'à l'international. La boutique, être présent en physique, en tout cas, la première étape, c'est de se dire dans le wholesale, et c'est pour ça que depuis 2 ans, on a lancé un peu notre offre aux revendeurs, parce que finalement, on se rend compte que nos clients, quand ils viennent et qu'ils nous appellent et nous disent où est-ce que je peux retrouver vos produits, c'est que sur notre site. Ah bon, vous n'avez pas de boutique, ou en tout cas des revendeurs. Donc on se rend compte qu'il y a quelque chose, en tout cas qui manquait. Et là, du coup, c'est plutôt un bon développement. Et après, la question de la boutique en propre, oui, on l'a. Moi, je viens de cet univers-là. Je pense qu'aujourd'hui, on commence à avoir une belle offre. Après, très sincèrement, on a un contexte qui est pas favorable aujourd'hui. C'est que t'entends les grèves, les commerçants, c'est pas facile aujourd'hui d'être en commerce physique. Et donc, du coup, on se dit, attends, on a déjà encore pas mal de choses à faire en ligne. Et par contre, c'est un bon conseil que j'avais eu d'un ami qui est là-dedans, qui me dit si t'as une boutique, vas-y pour 10 ou 20, parce que ça sera les mêmes problématiques, gérer du people, de la logistique, et donc si tu vas pour une, vas-y pour 20. Ouais. Hyper riche comme conseil, c'est pas faux. Avoir une boutique en propre te permet, enfin, si tu lances en retail, te permet d'avoir toujours ce sujet de la personnalisation que tu peux traiter dans la boutique. Si tu passes par des revendeurs ou si tu ouvres la vanne, je sais pas si c'est une vanne, ou le goutte à goutte du wholesale, là tu l'as plus, le sujet de la personnalisation. Alors aujourd'hui justement c'est ce qu'on propose, et ce qui fait que ça plaît aussi en boutique, c'est que on propose de leur personnaliser le produit. On demande à nos revendeurs en gros d'avoir une offre avec un minimum de 5 couleurs par produit pour pouvoir, quand ils commencent chez nous, pour pouvoir exprimer l'offre en magasin. Et c'est ce qui fait la force de Petit Picotin, c'est le colorama et le fait qu'on retrouve ces couleurs sur différents produits. Ensuite, on leur propose de commencer par des produits avec des phrases génériques. C'est que de plus en plus, dans cette optique de durabilité des produits, on va vers des produits où on va mettre des phrases génériques sur des ballons avec marqué Sweet Dreams, Chute, je rêve, en tout cas des choses qui sont propres à soi, parce que nous on propose des personnalisations, tu vois, sur des sacs, la famille en balade, ou des choses un peu plus marquantes et qui donnent le sourire, mais qui peuvent être aussi bien vendues à n'importe qui dans la boutique que revendues ou repassées à d'autres. Mais après, on sait aussi que les clients, ils commencent à nous connaître, et ils vont dire oui, mais moi j'aimerais bien tel produit personnalisé. Là, pas de souci, on a un e-shop B2B, le revendeur peut passer la commande à l'unité, et on lui livre soit dans la boutique, soit chez le client directement. Bien souvent, on leur préconise de livrer dans la boutique. 1, ils mutualisent les coûts, et le transport, on fait qu'un transport, et 2, c'est quand même un bon moyen pour faire revenir le client en boutique. Et c'est le nerf de la guerre Je suis en train d'envoyer la famille en balade, je trouve ça sympa. J'étais en train de me dire à ma femme qu'on allait prendre les bananes pour cet été, là, on va faire un road trip au Chiapas, au Guatemala. Non, c'est des bananes pour enfants, je préfère te dire. Pardon, si jamais c'est pour les filles. Et je me demandais ce qu'on allait mettre dessus. Je trouve ça sympa, la famille en balade. Alors ça, c'est aussi un point, j'y vais tout de suite, pas c'est un détail. Historiquement, est-ce que j'ai cru comprendre que les gens personnalisaient avec le prénom, et puis maintenant on a des mots, d'autres inspirations qu'un prénom sur la personnalisation? En fait, tu vois, dans cette idée d'avoir une marque aussi puissante, et d'avoir une marque que les gens vont suivre, dans nos convictions, il y a ce côté de durabilité. On a parlé des produits en tant que tels, mais
un protège carnet de santé avec ton prénom, on sait que le client, il va le garder toute sa vie. Une petite trousse de toilette, tu vas l'avoir peut-être à ta naissance, mais en soi, nos produits, on sait, aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on on a encore des produits du début avec les premières couleurs. Ça tient, c'est nickel. Donc, il y a des produits avec le prénom que tu vas pouvoir garder très longtemps. Et puis, il y a des produits où on se dit, tu peux les garder longtemps. Un sac, par exemple, un cabas, tu vois, tu peux les garder longtemps, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu as aussi envie de te dire que tu seras content de le revendre en seconde main, tu pourras peut-être ou de le passer à ton petit frère ou ta petite sœur. Ou à quelqu'un dans ta famille. Ouais. Et donc, là, les phrases génériques permettent en tout cas, d'enlever cet obstacle. Et ces phrases génériques, en fait, elles sont sans fin. Et on se rend compte que même les clients mettent des trucs qui, j'ai pas d'exemple en tête, mais qui nous font sourire. Et à l'atelier, les filles voient des choses passer qui nous inspirent aussi pour nos boutiques revendeurs, par exemple, en disant, tenez, tu vois, sur un protège livret de famille. Alors, protège livret de famille, pour le coup, tu vas le garer dès normalement. A priori. Normalement. Mais tu pourrais aussi te dire, donc tu vois, il y a des cool family qui sortent parce que ils ont pas envie de mettre la famille, soit parce qu'ils aiment pas leur nom, soit j'en sais rien, mais et cool family, en fait, même si demain tu divorces, tu peux le revendre ou le redonner. Non, mais c'est cool parce que du coup tu t'enlèves aussi de la friction du wholesale dont on parlait tout à l'heure. C'est intéressant ce sujet, on en a parlé. Je vous invite à écouter l'épisode. Je sais plus lequel, c'était un catch-up ou c'est peut-être l'apéro du panier avec Chanty. Chanty Biscuit qui fait des biscuits personnalisés, qui du coup est peu compatible avec un réseau de revendeurs, puisque forcément tu le personnalises pas à ce moment-là, mais qui fait des biscuits et depuis plusieurs semestres maintenant, je pense, avec des messages un peu enfin comment dire, non personnalisés, mais utilisables dans d'autres occasions. Tu vois, pour rebondir là-dessus, c'est qu'en ce moment-là, s'il y a un pic, en ce moment, on l'a vu avec notre agence, c'est le mot merci, cadeau maîtresse. Tu tapes cadeau maîtresse ou merci maîtresse sur Google. Je sais plus les chiffres, mais je crois que en ce moment, tu as 22 000 recherches, autant que le cartable, c'est 27 000, tu vois. Alors, je sais plus la temporalité, mais et typiquement là-dessus, alors on est dans l'univers de l'enfant 0-8 ans, tu vas me dire le cadeau, il est pour la maîtresse. Oui, mais parce qu'en fait, on a des produits qui peuvent convenir, donc on a fait des petites pochettes. Merci maîtresse, super maîtresse, des choses comme ça. C'est générique, tu peux le retrouver dans une boutique qui revend Petit Picotin, tu peux le donner à ta maîtresse, puis elle le referait à quelqu'un d'autre. Enfin. Je suis sur Google Trends en train de chercher merci maîtresse et j'ai mis sur 12 mois et effectivement c'est flat et d'un coup frac, voilà. Ça monte. Alors ça monte un peu, ça commence à monter quand même à partir de... Non mais c'est ça, avril-mai, ouais. Tout à fait. Ouais. Ok pour la distrib. La prod, tu m'as dit que vous avez toujours la première machine que vous aviez en 2016. Il y a eu combien de commandes sur les 12 derniers mois ? Sur les 12 derniers mois, ouais. Pour avoir un ordre de grandeur, ce qui se passe par l'atelier. 55 000 ou quelque chose comme ça. Qui sont à 80%, 85% personnalisés, c'est ça ? Ouais. C'est combien de personnes à l'atelier et c'est quoi comme machine ? C'est 5. On a 5 personnes plus une au niveau du service client. Et c'est quoi comme machine ? C'est du transfert. Donc c'est des transferts. En gros, c'est une presse à chaud. Qui permet de transférer une matière sur le tissu et qui tu peux passer après à la machine sans problème à 30 degrés, ton produit va tenir et la personnalisation va tenir. Ok. Et alors question con, mais c'est ce genre de machine, tu peux faire des, enfin il faut pas une configuration folle pour faire un produit unique. Ça t'automatise la chaîne. Alors on a pas mal travaillé sur l'automatisation en amont pour que, en fonction, parce que on a plus de 70 produits, la taille en fonction des produits c'est pas la même, etc. Donc on a pas mal automatisé ça. Et après il y a une technique, on fait pas décoller des fusées, mais c'est on en est arrivé là aujourd'hui avec cette qualité qui fait que ça tient très bien, tu vois. Personne ne nous dit la perso elle est partie au bout de je sais pas combien de temps. On n'a jamais eu ce retour là parce qu'on sait et on l'a testé, approuvé que ça marche. Donc non, c'est pas non plus une usine à gaz, mais il y a un peu de technique. Compris. 900 refs actuellement ? Ouais. Alors parce qu'on a aussi des produits qu'on revend. On trouve que ça a du sens de revendre des livres, par exemple, dans lequel on vient faire une petite sélection. Mais c'est donc forcément dans l'éveil. Ah oui, l'éveil, les jeux d'éveil, les jeux d'imitation, les voitures et engins. Ok, d'accord.
Et c'est quelle part ça de... C'est petit, mais ça fait vite des refs. Okay. Là où je voulais aller, c'était sur l'évolution de vos produits. Un carnet de santé, peut-être la couleur va changer en fonction peut-être de l'époque, mais tu changes pas toutes les 6 semaines, ni tous les jours, hein, pour ne pas les citer. Il y a un rythme, il y a une fréquence. Quelle est la recherche produit, l'évolution produit? Alors, tu parlais des couleurs. Les couleurs, elles vont évoluer vraiment en fonction des tendances, mais sans non plus évoluer tous les 6 mois. Vraiment dans cette volonté d'avoir... on revient au début, quoi. Si on m'offre ce produit, est-ce que j'ai envie de l'avoir chez moi? Est-ce que c'est tendance? Est-ce que c'est... Donc, du coup, c'est important. Je te disais en aparté, le terracotta qui va devenir du tomate. Voilà, c'est la couleur chez nous qui est un peu plus terreuse, etc. C'est une petite touche, mais en fait, c'est ce qui va faire que la marque reste tendance. Et ça intervient Franchement, là, on a fait pas mal de changements de couleurs parce que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait, mais tous les ans et demi, un an et demi au moins. Au moins, tu vois, le bleu souris, là, ça fait déjà 4 ans, il est encore actuel. Et puis, après, sur les produits en tant que tels, il y a beaucoup d'écoute des clients. On est sur le 0-8 ans, mais il y a, dans notre vision d'accompagner l'enfant de 0 à 8 ans, produits textiles, puisque aujourd'hui, c'est ce sur quoi on est. Qu'est-ce que nous demandent les clients? Comment on peut répondre à leurs demandes? Ça fait quelques mois, ça paraît rien, mais qu'on bosse sur un attache tétine. T'aimes bien un attache tétine, ça me semble simple, vous faites du textile. Sauf que quand on fait les choses, on fait les faire bien, donc il y a des normes. Tu t'es pas loin de l'enfant, de la mise à la bouche, etc. Donc ça fait des mois qu'on fait des tests qualité sur un attache tétine. Sur un attache tétine. Un peu élastique. J'imagine qu'il faut mettre. Non, parce qu'il faut que aussi ça puisse garder nos matières. Donc voilà, donc c'est un exemple on est évidemment avec notre communauté toujours à l'écoute de ce dont ils ont envie. Et puis on se rend compte aussi qu'on est un cadeau. C'est quelque chose sur lequel tu vois, dans la vision, c'est pas vraiment vers ça qu'on voulait aller, mais on parlait de merci maîtresse tout à l'heure. Les gens aiment bien aussi venir chez nous pour offrir des cadeaux et détourner certains produits. Tu vois, des trousses de toilette qui sont à la base pour l'enfant sont offertes aussi pour les mamans, pour les mamies. C'est parfait parce que on peut passer au chapitre, on va dire, marketing, acquisition et activation. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est qui achète? Alors aujourd'hui, de manière certaine, plus de 50% de nos commandes sont pour des cadeaux de naissance. Certaines parce que les gens écrivent des mots. Quand tu passes une commande, on leur dit, si tu veux, écris un petit mot, et puis on a une jolie carte, beau papier et tout ça. Et donc après, on regarde tous les wordings, et c'est bienvenue, heureux de faire la connaissance, etc. Donc on sait, cadeau de naissance, plus de 50%. Et ça a tendance un petit peu à baisser, parce que y a la part de je viens pour m'équiper qui monte. Donc du coup, notre cible client, c'est aujourd'hui femmes, CSP+, 25-35. Ça, c'est le cœur de notre clientèle. À 50%, un peu moins maintenant, mais pour du cadeau. Ouais. Mais donc, t'as un gros enjeu, c'est de transformer la personne, le destinataire du cadeau, en client. Exactement. Et alors, comment tu fais? Là, c'est donc, tu parlais de levier marketing, et ça fait partie de ce que, dès le début, on a lancé. C'est quand tu reçois ta commande, il faut qu'il y ait une émotion qui se passe. Donc tu l'as parce que le produit est joli, tu l'as parce qu'il y a de la personnalisation, t'as un joli emballage, t'as pas de plastique, on offre un pochon ou un tote bag à chaque commande. Et ce pochon, tu vas me dire à quoi il sert. Il va servir pour l'enfant, pour mettre ses sous-vêtements, ses petits t-shirts, etc. Donc il va s'en resservir. Une boîte cadeau qui est jolie. Et puis, évidemment, t'as un petit dépliant dans lequel on va venir très régulièrement changer les visuels et on va te mettre un aperçu de 10 produits chez nous. Et ces visuels, ils restent sur l'inspiration. Donc quand tu reçois ce dépliant, c'est pas le petit truc que tu jettes à la poubelle parce que, et en fait, tu regardes et puis on vient te mettre au verso que on t'explique où est-ce qu'on fabrique nos produits et comment on le fait. Et en fait, ça, c'est un vrai levier aussi d'acquisition. C'est que la logistique est un levier d'acquisition. Quand je dis logistique, c'est cet emballage, c'est le marketing qui va autour. Ouais, ça fait partie du retail média. C'est un sujet sur lequel travaillent pas mal de startups dont certaines que je reçois ou que je vais recevoir sur le panier. C'est ce dernier maillon de
ta relation client qui est hyper importante. Ta relation client, elle s'arrête pas au moment où tu as t'as validé l'achat CB, l'envoi. En fait, elle ne fait presque que commencer à ce moment-là, parce qu'il va y avoir une rencontre physique entre ton client et son objet. Ça reste un objet cadeau, donc tu peux pas non plus mettre un max de promo ou d'univers produit, mais t'en profites quand même du coup à ce moment-là. Et sur ta part d'acheteurs, donc les autres 50%, tu sais, je sais pas si je t'ai déjà posé la question, mais tu sais quelle est la part de personnes qui ont reçu Petit Picotin en cadeau? Non, alors difficile à savoir. Pourtant, tu as une adresse de livraison. La viralité, on a du mal à la mesurer concrètement. Oui, tu as une adresse de livraison, mais tu as des gens qui offrent un cadeau pour quelqu'un et qui se le font livrer chez eux parce qu'ils préfèrent le donner en main propre. Certes. Tu as 20% des commandes, 20-25% des commandes qui sont livrées d'un point A, d'un client A à un destinataire B. Mais après, donc le reste, on sait pas forcément. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on le voit. On a je ne saurais pas te dire la proportion, mais on a des clients, ils ont fait un cadeau. Bien souvent, ils ont fait un cadeau dans le wording, tu vois, on avait reçu ce sac à dos, il suit Paul depuis son plus jeune âge, on vous l'offre aussi pour Marcel, et puis donc déjà tu te dis, bah évidemment, on l'a touché comme ça. Paul Marcel, très 17e. Hein. Voilà. Et ça pourrait être Léna, ou on a tous les prénoms. Et voilà. Et après, ils viennent aussi pour s'équiper pour eux. Parce que le petit sac à dos qu'ils ont eu pour la crèche, etc. Aujourd'hui, il marche encore très bien, mais l'enfant commence à être plus grand et donc du coup, ils vont venir chercher le cartable, le voilà. trousse. Ok, intéressant. Donc c'est la première question, qui achète et surtout ensuite, moi ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est ton repeat business. Tu m'as dit 120 000 clients, c'est ça, mais 200 000 commandes, donc tu as une grosse part de repeat. Raconte-moi comment tu la provoques, comment tu l'entretiens je pense déjà que le cadeau de naissance, c'est quand même, on a de la chance là-dessus, c'est que. Mais tu comptes pas en repeat? Non, mais mécaniquement. Parce que c'est la personne A qui l'offre à la personne B. Si mécaniquement, ouais. Et puis quand tu commences à avoir des naissances dans ton entourage, c'est que t'as l'âge un peu des naissances, donc ça se multiplie. Oui, dans ce sens-là, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et puis ensuite, aujourd'hui, donc on a sur 100 commandes qu'on a sur un mois, on en a 56 qui viennent d'anciens clients là sur les 12 derniers mois, c'est ça, avec des mois quasiment 60%. Un client en moyenne, il achète sur 36 mois, il achète en moyenne plus de près de 3 fois, quoi, 2,4 fois. Et quand il est repeater, il achète plus de 4 fois. C'est-à-dire qu'en moyenne, c'est 2,4 fois, mais il y en a qui achètent qu'une fois. Et quand il rachète, c'est plus de 4 fois. Voilà, et comment on le provoque, je crois que c'est surtout, il y avait un élément qui est important et qui est au cœur aussi de notre animation équipe et notre animation d'entreprise, et c'est la satisfaction client. C'est qu'aujourd'hui, on mesure notre NPS déjà depuis plus de 5 ans maintenant, et on a un très bon NPS, et les gens, ce qu'ils nous disent, c'est « je vais chez Petit Picotin, c'est une valeur sûre ». Je sais que le produit va marcher, je sais qu'il va plaire, soit parce que je veux l'offrir, soit parce que c'est pour moi et que en fait je vais m'équiper, je me fais plaisir et en fait ça dans les wordings ils nous le disent et du coup on le retrouve dans le repeat et là-dessus l'enseignement c'est vraiment, en tout cas c'est ce vers quoi on est convaincu, c'est on a beau faire tous les leviers marketing etc, ton produit à la base c'est bien ça qui est le plus important. C'est beau. Tout cela avec assez peu de promo et d'acquisition. Pas de promo. Donc il n'y aura pas de promo pour les auditeurs du panier à la fin de l'épisode. Non. Comment? Non, okay. On fait pas de promo déjà parce que on produit au juste prix en produisant avec du lin français au Portugal, coton bio certifié GOTS. Enfin, je pense qu'aujourd'hui c'est pas toujours facile à le percevoir, mais c'est un coût. Et puis on n'a jamais on fait de la fidélité parce qu'on récompense nos clients avec un programme de feed. Ils gagnent des points qui leur permettent de transformer en bon d'achat. Mais on fait pas de pas de promo, tout simplement. Pas de promo, un peu de marketing. Un peu de marketing, ouais. 3% de votre chiffre, hein, c'est ça, en achat média. Et en automation ou en email, en automation, pardon, et en emailing, vous faites quoi?
Et ben justement, pour l'instant, on ne faisait pas grand-chose. Enfin, si, on faisait quand même des belles newsletters et que Marie, que je salue, envoie. Et voilà, on faisait que ça. Donc, mais c'est-à-dire une newsletter qui est envoyée à 120 000 personnes, qui est la même pour tout le monde. Et voilà. Combien de newsletters par an ? 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, ouais. À 120 000 personnes, enfin à date. Ouais, 90 000, parce que 90 000, les autres ont dit, vous êtes gentils. Mais... 2 par semaine ? Et une newsletter inspiration ou produit ? Alors ça dépend. Ça peut être des newsletters pour relayer des articles de blog parce qu'ils ont du sens et que on a envie aussi de parler de, je sais pas moi, l'éducation avec les enfants. On a fait des articles sur les écrans et donc on se dit que c'est aussi dans les instants de vie, c'est aussi notre rôle en tout cas en tant que marque, quelle est notre vision. Mais on va aussi parler de, là en ce moment évidemment il y a la rentrée, donc on parle de nouveaux produits, soit un focus sur un produit, soit voilà, c'est assez général, on va dire, orienté produit bien sûr. Mais voilà, pour l'instant c'est ce qu'on faisait et on faisait pas de marketing automation. Tu me posais la question, donc on est en onboarding là avec Klaviyo justement pour tu vois la fameuse relance de panier qui semble être le truc évident pour tout e-commerçant. Petit Picotin ne l'avait pas encore et je pense que c'est des bons dans les leviers en tout cas qu'on a actionnés et puis surtout de personnaliser des scénarios et une com qui peut être à notre image, fine et au bon moment à la bonne personne. Voilà nos enjeux pour continuer de grandir. Pour rester sur la newsletter, que vous envoyiez jusqu'à présent à raison de 2 fois par semaine à toute la base, ou presque toute la base, tu connais ton chiffre d'affaires par newsletter ? Tu connais ton... Ouais, alors on l'a avant de rentrer avec Klaviyo, qui est notamment des épisodes que tu mesurer avant et après. Voilà, ouais. C'est qu'on te vend quelque chose en te disant tu vas faire tant de % de ton chiffre, c'est très bien, mais je fais combien déjà aujourd'hui ? Donc depuis quelques mois, on a mis des liens traqués parce que notre outil, on a un outil qui est... Attends, il n'y avait pas de lien traqué dans l'email avant ? On a un outil, voilà. Olivier se cache sous la table. Et donc on fait à peu près 5% de notre chiffre sur les mails, newsletters, et on va dire les mails transactionnels, mais qui sont, tu verrais nos mails aujourd'hui transactionnels. On est en train de refondre tout ça avec on migre PrestaShop 1.7 là, et donc on refond notamment tout ça. Mais voilà, on fait à peu près 5%, donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher au moins 10 par justement les mails. Ok. Si je fais une moyenne, on va dire que ça fait entre 1500 et 2500 € par newsletter envoyé à 90 000 personnes. J'imagine que oui, tu peux faire plus, mais c'est intéressant en tout cas comme point de départ. T'as une saisonnalité en plus dans l'enfant. Alors la rentrée des classes c'est nouveau. Non mais vous faites des cartables depuis longtemps, bien sûr. On a notre mois d'août et mois de décembre sont les mêmes poids de chiffre d'affaires. On a la chance d'être, il y a ces 2 pics là, mais sinon après, comme on est historiquement sur le cadeau de naissance, c'est quand même globalement, c'est assez linéaire. Et on a ces 2 pics, rentrée des classes et Noël. Ok. Et plus on avance, plus les pics sont hauts et tu sens que les creux sont bas. Donc ça, c'est aussi à gérer en termes de logistique et tout ça. Logistique, prod et staff en interne. Ok. Affiliation, concours. Concours, oui. Concours, on en fait avec des marques qui ont du sens, des partenariats. Et affiliation, jusque-là, on ne faisait pas. Et on a commencé un premier programme d'affiliation avec site de liste de naissance, parce que c'est quand même... Bien sûr, ça va avec. Et tu vois, ça fait 1 mois et demi via Affilae. Et on a 2 ventes par jour, alors qu'on ne faisait pas avant. Donc tu te dis toujours, attends, j'ai pas encore le... Donc, et c'est là où c'est intéressant aussi de se dire, on continue de croître parce qu'on n'avait pas utilisé toutes les armes possibles et en fait petit à petit on tire d'autres ficelles et c'est plutôt positif. Intéressant. Affilae, A2FILAE. J'ai reçu Alexandre Dos Santos qui est le fondateur sur le panier. Je vous invite à écouter l'épisode où il nous donne les 10 clés à activer quand on se lance dans l'affiliation sur Affilae ou autre, d'ailleurs c'est assez standard. Tu m'as dit que vous étiez en train d'installer Klaviyo sur PrestaShop. Vous êtes sur PrestaShop depuis le début. Tout se passe bien?
Tout se passe bien. Ok. Écoute, Et l'installation de Klaviyo, ça se passe en ce moment même, au moment de l'enregistrement, quoi. Exactement. Ouais, Ok. Et a priori, ça roule? Écoute, pour l'instant, ça roule. Ok. Bon, on en parlera dans un catch-up. Olivier, merci infiniment. C'est passionnant. On a fait un grand tour d'horizon de votre sujet. Vous stressez quand vous partez Est-ce que vous partez en vacances? J'imagine que oui. Avec Oui. 4 enfants, il faut savoir aussi les aérer un peu. Qu'est-ce qui se passe quand vous partez alors que tous les patrons partent en même temps? Bah écoute, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe bien. On a franchement une super équipe. Comment vous êtes organisé? Alors, de manière beaucoup plus opérationnelle. Comment vous êtes organisé pour pouvoir prendre du temps libre? En fait, l'atelier qui est vraiment là où l'activité ne peut vraiment pas s'arrêter, puisque tous les jours on envoie les commandes. On a la chance, je te parlais tout à l'heure de Julie, de Jess, de Sophie, de Élise, Marine, et les 2 Marines, qui sont là maintenant depuis, pour certains, jusqu'à bientôt 6 ans. Et voilà, et qui en tout cas, qui gèrent très bien l'opérationnel avec le bon niveau de qualité, et du coup, en qui on a toute confiance. Et franchement, c'est précieux. Ok. J'imagine que ça doit pas être évident de laisser le bébé quand les 2 associés partent ensemble. Nous, pendant très 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 longtemps, et avant d'avoir du middle management chez Cosa Vostra, on avait un planning de vacances. Et on est 4 importants, mais tu vois, on avait un planning de vacances où on s'arrangeait pour qu'il y en ait toujours au moins un en même temps. La première semaine d'août, c'était compliqué, mais on y arrivait, quoi. Et en même temps, je pense que c'est la première fois où c'est le plus compliqué. Et puis après, en fait, tu fais confiance dans tes équipes et puis ça avance. Olivier, merci infiniment. Félicitations à toi et Astrid surtout pour cette belle aventure. Chères auditrices, chers auditeurs, allez faire un tour sur petitpicotin.com. Vous n'aurez pas de remise, hein, j'ai bien compris, c'est ça, il n'y a pas de code promo pour le panier. C'est pas grave, j'en demande jamais, je te taquine. Super produit, et surtout, si vous voulez prolonger la conversation, n'hésitez pas à aller chercher et trouver et contacter Olivier Geoffroy ou Astrid sur LinkedIn. Merci infiniment. Merci Laurent. Et merci à vous tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.